Waouh! On est 160 ce soir. Je me rappelle la première fois où on a lancé cette idée de conf, comment séduire un CTO, c'était en juin. On était 20 dans un petit restaurant et c'était vraiment un super événement. La seconde, on était 30. C'était vraiment très très bien aussi. Beaucoup d'échanges très enrichissants. Et là, ce soir, on est 160. Donc je suis persuadé que ça va être une édition géniale. Pourquoi une édition géniale? Simplement parce qu'on a Jessie Bernal, qui est le CTO de Doctolib. Je demande d'applaudir, qui est là. Frédéric Menou, le CTO de Captain Train, qui est là. Émeric Ernoult, qui est le CEO d'Agora Pulse, qui est derrière là-bas. Donc oui, vous avez bien entendu CEO, parce que forcément en drague on a besoin d'être deux, donc on a les CTO et les CEO ce soir. Alexandre Cognard, voilà, le CTO de Vestiaire Collective. Et Francis Napez, le CTO de Blablacar. Donc merci à eux. Je laisse dire un mot à notre partenaire sponsor de la soirée qui est Inidev et qui nous aide à financer une partie du buffet ce soir. Bon, on n'a pas commencé à boire, merci. Bonsoir à tous. Nous on est ravis de participer auprès de vous à cet événement. J'ai un parcours d'entrepreneur et qui m'a permis d'aboutir au bout de 10 ans à créer Inidev, qui est une plateforme de crowdfunding. Donc on s'adresse aux idées et aux porteurs de projets que vous êtes potentiellement ou déjà en lancé. Et notre vocation, c'est de vous permettre de lever des fonds autour d'une idée, un projet. Donc n'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure. Nous sommes juste à côté du cocktail, avec plaisir. Merci. Je donnais la parole à Francis qui va nous présenter Blablacar. C'est bon? Oui. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter Blablacar, mais ce que j'aimerais faire avant, c'est savoir combien d'entre vous utilisent déjà Blablacar. Si vous pouvez lever la main, c'est bien. Tu prendras les noms de ceux qui n'utilisent pas, parce que je voudrais les inscrire. Donc, bonsoir à tous. Ça fait beaucoup de monde en fait. Je me demande combien de personnes cherchent un CTO, combien il y a de CTO potentiels, ou ça serait un bon ratio. Il y en a parmi vous qui sont en recherche active de CTO aujourd'hui. Ouais, donc c'est pas mal. Et il y en a combien d'entre vous qui sont des CTO en recherche de projets ou qui ont une bonne... Tu vas avoir du boulot, hein, je te préviens. Il est là. Donc Tom, en fait, je vais faire une overview très rapide de comment ça s'est passé pour Blablacar. En l'occurrence, moi, quand je suis arrivé, donc j'ai rejoint Frédéric Mazella qui était déjà sur l'idée et en fait qui avait des besoins techniques pour que ça soit industrialisable, vendable, crédible. Et donc je suis arrivé, j'ai dit écoute, ton projet m'intéresse, j'ai envie de bosser avec toi, c'est parti, on va le faire. Donc en gros, je vous raconte très très vite, mais c'est exactement ça ce qui s'est passé en quelques mois avec Fred. Et on a commencé à bosser comme ça, sur un coin de table. Voilà, on a dit on va commencer. Et après, la relation elle s'est instaurée. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est toujours face à face dans notre bureau et on s'entend très très bien. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une rencontre qui se fait dans le temps aussi. C'est-à-dire, c'est pas les speed dating de CTO, là, vous en faites? Ça marche pas. Donc, je suis désolé, mais c'est la vérité. En fait, on peut pas prendre un CTO pendant une minute en disant c'est bon, t'es le bon bonhomme, etc. C'est quand même une relation qu'on va instaurer pendant super longtemps. Et je pense que c'est quelque chose qui s'installe, quoi. C'est pas un truc évident, voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, je pense qu'il y aura plein de questions là-dessus après, donc je vais essayer de me défendre après. Je vais pas appuyer là-dessus. En fait, c'est quand même une demande de beaucoup de gens. Ils cherchent un CTO. Et en fait, au-delà de ça, moi, je pense que
j'espère que votre démarche, c'est de rechercher un associé, un partenaire, quelqu'un avec qui partager ses problèmes, quelqu'un qui peut apporter quelque chose, quelqu'un qui a une vraie valeur, qui a des compétences différentes de vous, qui va apporter aussi une autre vision sur votre projet, votre produit, peut-être vous amener à y réfléchir différemment. Et je pense que c'est fondamentalement quelqu'un qui est différent de vous, que vous cherchez, avec des compétences différentes, un parcours différent. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse de ce binôme-là, CEO, CTO, mais potentiellement avec d'autres CXO, il y en a plein, qu'on essaye de créer autour d'un projet. Donc en fait, le vrai challenge, c'est d'arriver à effectivement créer une vraie relation entre ces personnes, CEO et CTO, CEO, etc. En l'occurrence, nous, on est trois fondateurs à BlaBlaCar. Donc en fait, il y a Frédéric Mazella, que je pense que vous connaissez tous, qui est extrêmement médiatisé, qui a le rôle de CEO, de représentation, et qui s'occupe aussi du produit, de l'expérience utilisateur. Il y a Nicolas Brousson qui est COO, et donc lui qui s'occupe de comment est-ce qu'on va réussir à projeter BlaBlaCar dans l'ensemble des pays pour lesquels BlaBlaCar est pertinent. Et donc en fait son rôle, c'est de parcourir le monde en disant tiens, ce pays est pertinent parce que pour des bonnes raisons, et donc il faut y aller. Et donc ça, c'est plutôt Nicolas qui pilote cette partie-là, tous les pays dans lesquels on est déjà et tous les pays dans lesquels on n'est pas encore. Et puis moi, je suis Francis en l'occurrence, et mon rôle, c'est vraiment d'apporter les moyens aux autres équipes de faire ce qu'elles doivent faire pour que le service existe dans d'aussi nombreux pays et avec aussi une communauté aussi importante. Voilà, et donc peut-être qu'on va passer directement aux questions-réponses. Ouais. Je vais dire juste un mot du coup rapidement sur les autres partenaires. Donc Bonjour Idée qui a relayé notre événement, Effra Entrepreneur du coup qui met à disposition ses moyens, Warren Walter aussi qui met des moyens humains à disposition pour organiser ces événements, parce que ça prend quand même du temps à organiser. Madinès et The Next Woman qui sont des médias qui nous relaient. Et un petit mot du coup sur pourquoi cette conférence. Donc on l'a vu, monter une start-up c'est quelque chose qui est aujourd'hui très compliqué pour des personnes qui ont des idées, qui ont des compétences, mais pas les compétences techniques, malheureusement. Donc on l'a vu avec le petit sondage que Francis t'a pu faire dans la salle. On essaie de résoudre un problème avec le C-Networking qui est plus compliqué que le problème que Mythic essaie de résoudre. C'est qu'il y a 159 porteurs de projets pour un CTO ce soir. Donc grosse proportion, gros problème. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour lancer sa startup dans ces conditions? Donc nous, avec le C-Networking, on s'attaque à ce problème depuis à peu près 6 ans. On a créé la sauce en 2009 en organisant des événements, donc du speed dating, des conférences pour essayer de démystifier un peu. Voilà, des événements qui permettent de rentrer en contact avec des sphères auxquelles on n'a pas accès. On ne dit pas qu'on va trouver directement votre CTO, mais on peut déjà établir un premier contact. Et chez nous, il y a des boîtes qui sont passées par le C-Networking, qui sont Restopolitan, Chrono Resto, enfin des boîtes qui ont trouvé leur associé, de belles boîtes aujourd'hui. Donc voilà, tout ça, ça permet de discuter, de rencontrer, mais est-ce que le blabla, ça suffit pour trouver son CTO? Nous, on pense pas. On pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, explorer d'autres voies. Et du coup, on est fiers avec l'équipe du coup de Pimp My App aujourd'hui, qui a organisé en gros cet événement Comment séduire un CTO, de vous annoncer ce programme qu'on est en train de lancer. Donc ce programme, c'est Pimp My App. C'est networking. Donc Pimp My App, c'est quoi? C'est un programme sur 4 semaines, limité à 12 startups, où on aborde des problématiques de business model, de UX, UI, de code. Voilà, on va rentrer un peu dans le code. Et le but de ce programme, c'est au bout des 4 semaines d'arriver avec un MVP pour pouvoir discuter simplement avec des porteurs de projets, avec des partenaires, des clients, et éventuellement trouver votre futur CTO. Donc on pense que c'est beaucoup plus simple, nous, d'avoir une approche où on va aller vite, avoir un premier produit à montrer, plutôt que montrer simplement une idée ou un PowerPoint. Et donc avec ce prototype-là, vous allez pouvoir montrer concrètement ce que vous faites. Donc voilà. Donc ce soir, en fait, là, on va déjà avoir des retours d'expérience de CTO, ce qui est très rare, en fait, dans le milieu startup. Donc on est content que ça prenne une ampleur telle que ce soir, parce que d'habitude, c'est vraiment les CEO qui ont la parole dans la plupart des événements startup auxquels on peut assister aujourd'hui. Donc c'est pour ça, c'est vrai que Fred, on le voit beaucoup dans pas mal d'événements, et nous, on est fiers de pouvoir mettre en avant un peu les CTO et essayer d'apprendre un peu de leur expérience.
de qui ils sont et de un peu les leviers ou les motivations qui font qu'ils ont rejoint un projet de start-up. Donc c'est ce qu'on va essayer de découvrir avec la conférence ici. Et juste pour finir, sur Pimp My App, n'hésitez pas à venir nous rencontrer pendant le cocktail. On vous dira tout sur Pimp My App, sur les conditions privilégiées qu'on consacre aux personnes qui sont là ce soir. Donc il y a Seb, qui est quelque part dans la salle. Seb, Julie, qui a la robe bleue, qui est dehors, et Majdi, et moi-même, du coup, qui sommes... voilà, Julie, merci. Voilà, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous, on vous dira tout sur Pimp My App. C'est un programme qui nous tient vraiment à cœur. On lance la prochaine session en novembre, et on espère avoir de belles startups qui passent par ce programme-là, et vraiment les aider à sortir la MVP. Et surtout, qui ne restent pas bloqués au stade de l'idée, comme c'est le cas dans le C-Networking. En fait, on a vu des startups qui, pendant plusieurs mois, plusieurs années, restent avec une super idée, mais franchissent pas le cap de trouver un dev, trouver une agence ou autre. Et donc nous, on veut essayer de casser un peu ça et de les aider à pousser le plus vite possible. Voilà. Donc merci à tous encore d'être là, et on va passer du coup à la conférence. Merci. Alors, juste une dernière chose avant de commencer la conférence. Donc, je me présente, je suis Majdi, je travaille en tant que CTO avec Romain. J'ai une assez courte expérience de CTO et je vais l'aider à justement échanger autour du terme et du domaine plutôt. On a un outil qui s'appelle Slido qui va nous aider, qui va vous aider à poser des questions. Je vois que pas mal de monde l'ont déjà adopté. Donc, il faut aller sur slido.com avec votre téléphone ou tablette et rentrer directement le hashtag séduire CTO qui est affiché un peu partout. Et vous pouvez voter les différentes questions et on va pouvoir les poser. Merci. Alors, on va commencer peut-être avec une petite question. Quel est le pire moment de drague que vous ayez vécu par un CEO qui a essayé de vous séduire pour entrer dans un projet? Est-ce que vous avez quelque chose qu'il ne faut vraiment pas faire, enfin, de la drague lourde, je sais pas. Je vais peut-être répondre. Déjà, moi j'ai monté plusieurs boîtes, donc j'ai eu quelques situations où je me suis retrouvé en CTO dans des startups. Donc il y en a certaines qui pouvaient marcher, d'autres pas. Du coup, dans des cas, c'est vraiment quelqu'un qui vient et dit on va tout retourner, j'ai des levées de fonds, etc. On va tout faire. Donc, promettre beaucoup de choses, puis après on se lance et on se rend compte, c'était mon erreur, moi je laisse, c'est qu'il n'y avait pas grand chose derrière. Du coup, on galère 1 an, 2 ans. Après, on se rend compte que la personne avec qui on s'est associé a vendu beaucoup de rêves, mais derrière, pas grand-chose. Donc je pense qu'il faut être très franc et très vrai. Autant, quand on fait de la communication extérieure, je pense qu'il faut survendre ses idées pour arriver à présenter tout ça. Autant avec les personnes avec qui on s'associe, je pense qu'il faut être très transparent et très vrai sur là où vous en êtes, et pour pas survendre les idées et le moment où vous en êtes. D'accord. Et justement, j'aimerais rebondir. Donc, dans ta carrière, tu as été CTO plusieurs fois. Oui, alors la notion de CTO, il faudra peut-être qu'on la définisse un peu plus tard. Voilà, justement. Tu veux que je la définisse comme ça tout de suite, la manière? On peut. Je pense que CTO, c'est d'abord quelqu'un qui a une très bonne connaissance technique. Pour ma part, je suis développeur, donc je connais des CTO qui ne sont pas développeurs, mais dans des projets purs web/mobile. Je pense que c'est quand même important. Et ce sont des gens qui ont une bonne compréhension du business au sens large. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un produit? Qu'est-ce qui fait que le business se fait ou pas? Donc, le produit en tant que tel, donc d'un point de vue business, mais après, évidemment, tout ce qui est expérience utilisateur, ce genre de choses. Ensuite, qui a la capacité de recruter, la capacité d'organiser, la capacité de fédérer. Donc voilà. Alors après, c'est pas forcément les mêmes personnes pendant toutes les phases de l'entreprise. Moi, dans Vestiaire Collective aujourd'hui, j'ai la chance d'être un des cofondateurs et d'être toujours là. Je pense que mon métier a évolué énormément entre le début et actuellement. Si on regarde sur mes autres expériences, moi j'ai commencé à 19 ans après à Watt, où j'ai rencontré le monsieur assez âgé qui avait 55 ans à l'époque. Alors est-ce que j'étais CTO ou pas? Quelque part, j'étais celui qui a apporté toute la technique dans l'entreprise. Et lui, alors pour vous dire peut-être un exemple de comment il m'a retrouvé, c'est que j'étais à l'époque dans ma junior entreprise de mon école, déjà très porté sur l'entrepreneuriat, donc quelque part un peu freelance avant mes projets, et cette personne cherchait à développer son produit. Du coup, je me suis présenté par connexion, et il a estimé qu'il fallait quelqu'un pour s'associer. J'ai exprimé mon envie, et puis c'est parti comme ça. Donc quelque part, pour des projets peut-être très
au démarrage, il faut aller chercher des personnes qui sont déjà dans le cadre de vouloir entreprendre et quelque part possiblement à l'école en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup la notion de track record, c'est-à-dire que si vous êtes tout jeune, que vous sortez de l'école, etc., ça va être extrêmement difficile de recruter un CTO avec de l'expérience, parce qu'il va vous regarder et puis il va dire ouais ok, qu'est-ce que tu as fait, j'ai pas envie spécialement de risquer beaucoup, alors sauf si vous avez l'idée révolutionnaire et puis vous arrivez à vendre du rêve de façon extraordinaire et que c'est vrai. Mais sinon voilà, et donc pour Vestiaire Collective, je pense que j'ai répondu à la question. Si tu veux, j'enchaîne pour Vestiaire Collective juste pour montrer comment ça s'est passé. Pour le coup, j'étais dans une agence que j'avais montée, une agence web, on était 2 associés, et j'en avais marre de faire des sites pour les clients. Parce que voilà, à côté, on voyait des levées de fonds, des choses comme ça. Et du coup, on s'est mis en mode ouverture de réseau, on a cherché des gens parce qu'on était persuadés qu'il fallait compléter notre association. Et donc on a communiqué auprès de tout le monde. Et puis à un moment donné, on a rencontré Sébastien Fabre, qui est notre CEO actuel. Et on s'est mis autour d'une table et on a fait ok, nous on a des projets, tu as des projets, on a des choses à faire ensemble. Et voilà, donc ça a vraiment été une relation de recherche et de cristalliser le projet. Et dans notre cas, on a trouvé d'autres associés. On a fait une map des compétences de chacun et on a choisi le projet en fonction des personnes. Versus la plupart du temps, on trouve une équipe, enfin on trouve une idée avec plusieurs personnes et on se lance. Donc ce qu'on a fait, c'est l'inverse. On a d'abord constitué une équipe et en fonction des compétences de l'équipe, on a choisi le projet correspondant. Voilà. C'est vrai que j'étais très impatient, je commençais direct avec une question, mais on a zappé l'étape en fait de petite présentation du parcours de chacun. Donc on va peut-être faire un petit tour du coup pour ceux qui n'ont pas eu la parole, voilà, de savoir qui est qui. Frédéric. Donc ça va être mon tour du coup. Donc Frédéric Monou, moi je suis CTO de Captain Swain, on s'est renommé récemment. Moi j'ai un profil un peu différent parce que je suis développeur, salarié, toujours salarié chez Captain Train. Je suis rentré à l'époque, il y avait l'équipe d'origine. Ça a changé récemment suite à une levée de fonds, mais sinon mon poste a évolué de façon relativement progressive. Donc j'ai un parcours un peu différent. On n'a pas à me chercher en tant que CTO. Voilà. Moi je suis rentré en tant que développeur. Tu as commencé en lead dev directement? Ouais, en quelque sorte, mais quand vous êtes 3 devs, dont un par projet, vous êtes lead dev. C'est un peu ce qui s'est passé. Moi, je suis rentré chercher quelqu'un qui avait de l'expérience de développeur. J'en avais dans des environnements qui étaient très différents. Donc, nous, on est une agence de vente de billetterie en ligne. J'ai travaillé dans des banques, chez des éditeurs, chez des petites structures, des grosses structures. J'avais vu la prod marcher ailleurs et c'était pour ça que je suis rentré. Voilà, j'ai changé complètement de technologie, complètement d'habitude de travail. Voilà, comment ça s'est passé. D'accord. Et comment s'est fait le changement de statut de lead dev à CTO? Alors ça s'est fait progressivement parce qu'il y a eu une phase de transition. Le remplacement au début, il n'était pas très... Ça s'est fait progressivement. On n'a pas cherché tout de suite un CTO. Martin, il avait déjà délégué une bonne partie des tâches, donc l'équipe se gérait déjà assez naturellement, donc ça c'était pas un problème. J'étais le deuxième plus ancien développeur de l'entreprise, donc il n'y a pas trop de preuves d'ancienneté. J'ai postulé et personne d'autre a postulé, donc il n'y a pas eu d'agressivité, on va dire. Cela dit, il y avait des doutes et ils étaient légitimes, donc c'était à moi de les effacer, donc ça m'a pris du temps. J'étais pas à l'aise avec l'exercice au début. Je voulais le faire parce que je voulais que l'équipe continue de marcher tel que fonctionnait à l'époque. Et j'étais pas certain qu'en recrutant un tiers, ça continue de marcher comme ça. J'étais relativement sceptique sur cette perspective. D'accord. Alors juste un petit point, donc il n'y a pas beaucoup de développeurs de ce qu'on a vu dans la salle, donc c'est retransmis directement sur YouTube, donc il y a peut-être pas mal de développeurs qui nous regardent. Et il y a un petit effet de mode, peut-être un peu regrettable, c'est que pas mal de développeurs qui sortent d'école ou qui ont une très très courte expérience veulent être directement CTO en raison de l'effet de mode. Qu'est-ce que vous leur donnerez comme conseil? Alors je pense que je suis passé par cette phase-là quand même. Quand j'étais à l'école, de toute façon c'est le truc classique. J'ai commencé le dev comme beaucoup de personnes, à vouloir faire des jeux vidéo, à vouloir créer en 6 mois des projets qui vous prennent une vie. Donc c'était pas réaliste. Après on grandit et puis on finit par connaître le métier. Donc moi j'ai, comme beaucoup de personnes de mon secteur, appris mon métier sur le tas au final. On n'apprend pas le métier à l'école, donc ça faut pas faire d'illusions. Le cursus universitaire, universitaire au sens large, il n'a pas grand intérêt. Il vous faut des gens qui soient passionnés, je pense que c'est plus efficace. Et après on apprend sur le tas. Donc ça, sortir de l'école et CTO,
Peut-être, ouais. Je sais pas. J'ai quelques doutes. Surtout quand il faut approcher le management des équipes, le fait de gérer une prod qui brûle, que sais-je. Bon, ça marche pas quand vous sortez de l'école. Enfin, c'est pas possible. D'accord. Peut-être passer à la présentation du coup d'Emeric. On peut pas faire les CTO d'abord et... On va faire ça, je vais faire le dernier. Ouais. Jesse. Bonsoir. Donc moi j'ai commencé Doctolib il y a 2 ans exactement. C'est Stanislas, le CEO, qui est directement venu vraiment chercher. Il a vraiment lui pour le coup chassé. Au moment où il a chassé à peu près 200 personnes de son profil technique pour réussir à trouver la bonne personne à qui il voulait s'associer. Donc très processé dans sa démarche. Il a rencontré une quarantaine de personnes et sur ces 40 personnes-là, il a vraiment fait une recherche poussée avec chacune de ces personnes-là. Comme disait Francis tout à l'heure, ça s'est pas fait juste en un verre ou en une discussion. Ça a été plusieurs sessions de travail, d'explication. Lui, il venait déjà avec son idée, avec son projet. Donc le projet qui aujourd'hui, c'est juste pour mettre dans le contexte, c'est la prise de rendez-vous en ligne pour les médecins. Donc c'est une idée qui existait déjà aux États-Unis. Donc il y avait déjà pas mal de références pour pouvoir déjà se benchmarker avec l'existant. Et donc là, son gros impact, ça a été vraiment de dire voilà, je suis capable de faire ce même projet en France, même s'il y a déjà des acteurs en France, j'aurai les pour porter ce projet. Et voilà, c'est cette partie-là qui a convaincu. Ce que tu disais tout à l'heure sur l'anecdote sur quelle est la pire annonce ou le pire manque de tact, lui pour le coup a été assez direct. Enfin voilà, c'est par LinkedIn donc que j'ai rencontré et contacté, enfin qui m'a contacté, et c'était assez agressif. C'était voilà, est-ce que tu veux révolutionner le monde de la santé avec moi? Juste ça, pas plus. Sachant que voilà, on est sollicité quand même assez régulièrement, que ce soit par des chasseurs, par des jeunes d'école de commerce qui sortent d'école de commerce, qui ont exactement un peu le même, par rapport à ce que tu disais sur des jeunes qui sortent d'école de commerce et qui veulent être CEO, c'est un peu le même sujet. L'anecdote sur la pire façon, c'était il y a quelques semaines où voilà, même si je suis déjà en poste, un jeune qui sort d'école qui m'envoie un message, Doctolib ça marchera pas, viens avec moi, on va à San Francisco et on va monter une boîte là-bas. Très audacieux, mais pour le coup ça a beaucoup moins d'impact que la version de Stanislas. Voilà. C'est vrai que l'approche est très intrusive et il y a pas mal de développeurs qui ont les mêmes retours. Après, je pense que ceux qui ont appuyé sur spam doivent le regretter aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une approche assez intrusive et il y a pas mal de CEO qui le font de cette manière. Après, Oui, de toute façon, il faut essayer de se démarquer. Effectivement, il faut essayer de prendre l'attention. Voilà, on est très sollicité. On est peu nombreux par rapport à la demande. Et donc voilà, il faut quand même avoir quelque chose d'accrocheur pour sortir du lot, quoi. Donc moi c'est Emeric, moi je suis le seul CEO de la bande, donc moi je suis votre ami parce que vous cherchez des développeurs, donc j'ai fait comme vous, j'ai dû en trouver. Et je connais beaucoup de gens qui ont dû en trouver aussi. Il y a 2-3 trucs marrants que j'ai entendus. Quand on sort d'école, on sait rien faire, hein, que ce soit l'école de commerce ou l'école d'ingénieur, on sait rien faire. Donc vouloir être CTO aussi ou en sortant d'école, au secours. C'est marrant que ça existe encore, les gens qui pensent que c'est possible. Je pense qu'il faut bien se taper 5-6 ans d'être dans le métier pour avoir appris. Et tu le disais tout à l'heure, on apprend sur le tas. Tout le monde apprend sur le tas. On apprend tout sur le tas, surtout dans le web, parce que de toutes les façons, il n'y a pas ailleurs que sur le tas pour apprendre. C'est une histoire d'homme, comme tu le disais au début. Donc un speed dating, ça peut être le début d'une histoire d'homme pour défendre ton point de vue. Parce qu'il faut toujours un début à une histoire d'homme, donc soit c'est déjà un ami, on se connaît, ou c'est déjà dans le cercle de relation, et ça peut se faire comme ça, soit ça ne l'est pas, et bien faut la créer, cette première rencontre et ce premier contact, comme avec la drague. Je ne pense pas qu'il y ait un seul moyen de trouver les moyens techniques de développer son projet, je pense qu'il y en a plein. Moi j'ai des copains qui ont commencé avec des agences,
Alors des agences en France ou aux US, ça va coûter très cher. J'ai des copains qui ont commencé avec des agences au Vietnam, en Birmanie, et qui ont réussi à financer ça avec leurs économies. Alors évidemment, les économies, il ne faut pas que ce soit 1000 euros, sinon ça va être un peu compliqué, il faut que ce soit un peu plus, mais c'est possible. Il y a des gens aussi qui arrivent à faire ça avec des freelances. J'ai un copain qui a une boîte à San Francisco qui fait $200 000 de MRR, donc de revenus mensuels aujourd'hui. Bootstrappé, pas de levée de fonds, rien du tout. Et son associé, c'est un développeur bulgare qu'il a trouvé sur Odesk ou freelance.com. Alors c'est pas facile, il va falloir sûrement en voir beaucoup, les tester, donc c'est un processus qui va prendre du temps, mais le processus de trouver un CTO associé est aussi un processus qui prend du temps. Je pense qu'il y a plusieurs canaux pour trouver son CTO, il n'y en a pas qu'un seul, qui seront tous chronophages et qui seront tous pas évidents, mais ça vaut la peine de regarder. Le truc essentiel à mon avis, après avoir monté 5 boîtes, et 5 boîtes de projets techniques, c'est de sizer le projet et donc les personnes avec qui on va s'associer avec un truc qu'on va être capable de porter, quoi. Avec un truc, comme tu disais tout à l'heure, quand on sort au début, on pense qu'on va faire en 3 mois le projet qui prend toute une vie. C'est tellement l'erreur classique de sous-estimer, mais dans des volumes qu'on ne peut pas imaginer, la quantité de travail qu'il va falloir mettre pour sortir une app mobile un peu poussée, un site web un peu poussé, une app un peu poussée. Si on n'est pas sizé correctement, c'est-à-dire que si le truc va prendre 2 ans sans salaire, sans rien, pas un centime qui rentre, etc., on va jamais y arriver. Donc arriver à sizer le truc pour qu'on puisse avoir quelque chose qui tourne, qui puisse être vendable assez rapidement, au bout de 3 ou 4 mois, comme ça on peut au moins tester son produit sur le marché et savoir si ça fonctionne. Donc, les plus grosses erreurs que je vois, moi, dans les associations techniques, non techniques, enfin porteurs de projets techniques et business, c'est on a vu trop gros, on a eu les yeux plus gros que le ventre, on s'en sort pas, le produit sort pas, et on n'arrive pas à le marketer, il n'est pas prêt, il manque telle feature, parce qu'on n'avait pas compris qu'il fallait faire 9 mois de dev pour arriver à sortir le truc. Donc voilà, et moi j'ai une app de gestion de présence sur les réseaux sociaux qui s'appelle Agorapulse et qui fait social media management, comme on dit. Moi j'ai une question par Agorapulse, du coup vous êtes aux États-Unis, en France? On est au Brésil, au Mexique, en Irlande, aux États-Unis sur les 2 côtes, et en France et en Asie. Ouais. Et au niveau des équipes, pareil? Partout. Ouais, explosé dans le monde entier. Et du coup, est-ce que tu as un regard différent selon la vision du CTO aujourd'hui? Par exemple, si je prends juste le cas des États-Unis par rapport à chez nous, est-ce que c'est complètement différent pour toi? Est-ce que chez nous, ils sont beaucoup plus polyvalents. Les Américains, ils sont super tranchés sur une tâche, c'est-à-dire que le back dev, c'est le back dev, le front dev, c'est le front dev, le design, c'est le design, alors que nous, on a, même dans notre équipe, on a des gens qui font un peu de front, un peu de back. Alors, ils sont toujours meilleurs dans un truc, mais ils sont capables de te sortir une interface qui ressemble à quelque chose, avec une intégration qui ressemble à quelque chose, et un back qui tourne, et un front, il va être capable d'aller faire un peu de back et pour faire marcher son intégration. Et les Américains, c'est pour monter une boîte aux États-Unis, il faut prendre 3 mecs. C'est pas un CTO, c'est 3 gus, quoi, parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Et encore, c'est au mieux, parce que quand tu commences à rentrer dans les technos un peu complexes et tout ça, il faut un mec qui fasse de la base de données Big Data. J'en passe, c'est les meilleurs. Dans les grosses startups américaines, il faut au moins 5 ou 6 têtes à la technique, quoi. Donc nous, on est plus polyvalents. Les Français sont plus touche à tout que les Américains qui sont moi je fais que ça. Ils sont vraiment comme ça, quoi. Mais du coup, est-ce que l'approche n'est pas plus compliquée chez nous? Essayer de trouver un peu le mouton à 5 pattes qui gère un peu quand on monte une start-up. Enfin, il y avait une question qui était à quel moment recruter son CTO, mais quand on est vraiment en phase de lancement au tout début, on n'a pas forcément énormément de moyens. On cherche un peu un mouton à 5 pattes qui va au final toucher à tout, être un peu DevOps, faire un peu tout, quoi. Si tu as les moyens de t'en payer 3, prends-en 3, mais il vaut mieux en trouver un qui touche un peu à tout, puis se débrouiller avec ça, tout de suite gagne pas trop d'argent, plutôt que d'avoir un front, un back, un machin, un truc, ça coûte cher, quoi. Surtout s'ils sont français. S'ils sont français, il faut que tu leur sortes au moins 5000, 2005 net pour qu'ils puissent bouffer et payer leur loyer, et donc ça doit faire 5000 chargés, x 3, 15 000 par mois, tant que tu n'as pas gagné d'argent. Enfin, je sais pas, moi je les ai jamais eu. J'ai jamais pu démarrer des boîtes avec 15 000 d'argent qui sortait de mon compte épargne tous les mois, quoi. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux prendre quelqu'un, on parlait de passion tout à l'heure, la passion, ça me paraît essentiel et clé, qui est passionné, qui adore ce qu'il fait, qui adore le projet, et il aura des lacunes, mais il va aller bûcher, il va aller parler à des potes qui font ça, et qui connaissent, tiens, le JS machin, comment ça marche, il connaît rien, on va lui expliquer 1h30, et comme il est smart et qu'il est passionné, que ça l'intéresse, il va l'apprendre, et 2 jours après, il va régler le problème. Enfin moi, nous, c'est ce qu'on a vécu avec les nôtres, quoi.
c'est l'intérêt et la passion pour le métier qui a fait qu'ils ont été se coller des apprentissages de techno qu'ils ne connaissaient pas et de techniques qu'ils ne connaissaient pas. D'accord, donc effectivement, il y a pas mal de moyens pour bootstrapper une application. On n'a pas forcément besoin d'un développeur sur place. Le développeur en Bulgarie est un bon exemple. On a pas mal de porteurs de projets qui se posent la question du moment. À quel moment doit-on recruter un CTO ou doit-on le chercher vraiment, de manière générale? Tu as besoin de la technique au J plus 1,5, parce qu'il faut assez vite avoir cette capacité-là, au moins en interne, enfin en interne ou en externe, mais associé à toi, et au moins booké sur un mi-temps complet ou quelque chose qui est sûr. Le seul truc que je dirais, moi ce que je vois dans les porteurs de projets, une autre grosse énorme erreur qu'ils font, c'est ils essayent d'aller tout de suite dans le dev, ils allaient tout de suite dans le code. Il faut du code, il me faut un codeur, il me faut un back-end, il faut que je développe le code. Quand on aura commencé à écrire des lignes de code, j'aurai l'impression d'avoir un projet. Et en fait, la plupart du temps, je ne sais pas si vous me contredirez, mais une app, c'est d'abord des écrans, c'est d'abord une UX, c'est d'abord à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça fait quand on clique là, le menu déroulant, on est plutôt là, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est logique? On pourrait presque faire des pré-projets sur Balsamiq, et puis après, à partir de ça, commencer à faire du code. Et la plupart des débutants, des entrepreneurs débutants, n'ont jamais construit de produit web ou mobile de leur vie. Ils ne se rendent pas compte que 80% du travail va être ça, avant même de commencer à se dire ça y est, maintenant on est prêt à faire du code, donc maintenant je suis prêt à trouver un dev. Et tous les gens à qui je parle, quand je commence à leur parler d'écran, je dis, tu sais, prends un designer, fais faire des écrans, juste des écrans, ça coûte 250-300$ l'écran avec un mec correct, 500 s'il est très bon. Et t'en fais 5 au moins, histoire de voir à quoi tu veux que ça ressemble. Tu commenceras à te projeter dans quelque chose qui existe et que tu peux regarder. Parce que j'en ai fait dans mes années de jeunesse, faire du code, et le truc ça, tu vois, ça marche pas du tout. Non, ça va pas. Sauf que tu t'es tapé 1 mois et demi de code à 250€ la journée pour arriver à un truc qui ne va pas, parce que tu l'as pas regardé avant. Et faire du design ou des wireframes ou de la main levée sur du papier avec un crayon de bois, hein, ça suffit déjà pour commencer à faire vivre comment ça marche, qu'est-ce qui se passe quand je vais là, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est simple, est-ce que les gens comprennent. Moi j'ai une question sur les leviers de motivation. Qu'est-ce qui fait qu'on rejoint du coup une start-up en tant que CTO? Et Francis, j'ai lu un article, il me semble, dans les Échos de la semaine dernière, qui racontait que tu avais créé une première boîte avec Fred et un voisin qui n'avait pas marché, et après tu étais resté avec Fred sur le projet du coup de covoiturage puis de Blablacar. Qu'est-ce qui fait que tu es resté, enfin déjà que tu as rejoint le premier projet et ensuite que tu es resté avec Fred, et est-ce que c'est l'amitié, est-ce que c'est la vision, le challenge technique, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment quels sont les leviers de toi, moi, personnellement, de ta motivation à rejoindre des projets au commencement? En fait, si je dis l'amitié, là, du coup, ça va juste les emmerder parce que ils connaissent, enfin, ça résout pas le problème. Je pense que moi, j'avais vraiment envie de créer quelque chose. Pas forcément l'idée ou la bonne idée ou les personnes avec qui le faire, mais je voulais vraiment faire quelque chose. Je pense qu'il y a parce qu'il y a deux questions dans ce que tu poses. Les leviers de motivation, c'est presque autre chose. Est-ce que, en fait, nous on appelle ça le fit. Quand on recrute quelqu'un, que ça soit du CTO ou un dev ou quelqu'un à l'équipe support membre, etc. Est-ce que cette personne rentre dans l'équipe? Est-ce que ça va marcher d'un point de vue interaction? Est-ce qu'on partage des valeurs? Est-ce qu'on partage une ambition peut-être? Ça, c'est les premiers trucs tellement importants pour moi, qui sont même au-delà des compétences elles-mêmes. C'est-à-dire la passion, c'est un levier à compétences en fait. Une fois qu'on est passionné, on fera n'importe quoi. Une fois que le fit entre les personnes il fonctionne, en fait, on est capable de faire n'importe quoi. Enfin, tout est possible à partir de là. Les leviers de motivation, en fait, dans pas mal de questions là, la manière dont vous amenez le truc, c'est pas que ça me choque. Je vais peut-être dire un truc un peu bizarre, mais je pense que le CTO, c'est pas un animal de compagnie, c'est pas genre tiens, il nous faut un CTO quoi. Non, en fait, je pense que c'est vraiment, on va chercher un associé, on va chercher quelqu'un qui va apporter quelque chose. C'est pas genre tiens, tu viens cocher la case du dev qui a à faire. Enfin, occupe-toi de la technique là, vas-y.
Et c'est pas ça, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui va nous aider à réfléchir. C'est quelqu'un qui va peut-être emmener l'idée à quelque chose de vachement plus réel, vachement plus concret, vachement plus réalisable. Pour moi, c'est une dimension supplémentaire dans la réflexion, dans la complémentarité des gens qui sont autour de la table. Donc, je pense que le plus tôt possible, c'est très important. Qu'est-ce qui va faire que ça va l'intéresser d'une certaine manière, qui va être touché? C'est genre, la phrase là de Stan, elle est juste extrêmement violente. C'est est-ce que tu as envie de révolutionner ce truc avec moi? Je trouve ça génial. Je trouve qu'elle est pleine de sens en fait. Même si elle est hyper brute, hyper ambitieuse, etc. Je pense qu'elle reflète plein de piliers qui t'ont interpellé, quoi. Et je trouve qu'elle est excellente cette phrase. Elle suffit à dire avec moi parce qu'on va faire une équipe, on a de l'ambition, voilà à peu près notre secteur d'activité. Tu suscites l'intérêt, t'attends que la personne revienne, etc. Pour moi, c'est hyper intéressant la manière dont il t'a touché, quoi. Mais moi, je pense que vraiment, ce qui est motivant, c'est d'avoir un impact. Et quelle que soit la personne qu'on recrute, on va dire, mais au tout début, quand on est 2 ou 3 autour de la table, etc., et qu'on sent ce manque de compétences techniques, etc., ce qu'on va mettre sur la table, c'est l'impact que tu vas avoir sur le projet, l'impact que tu vas avoir sur cette équipe, l'impact que tu vas avoir sur cette boîte, parce qu'on va parler de parts, où je vois des questions sur comment on partage les parts, etc. Mais je pense que c'est quel va être ton impact, et est-ce que cet impact va générer de la motivation? Mais clairement, oui. Il faut que cette personne ait un impact sur comprendre le business, tu l'as dit tout à l'heure, je pense que c'est hyper important. Il faut que la personne comprenne le business, il faut qu'elle ait un impact sur ce qu'on décide de faire, comment on va le faire, quand on va le faire, etc. Je pense que ça, je sens que je suis impliqué dans une aventure. Je suis pas là pour pisser du code, je suis là parce que je fais partie de l'aventure, parce que j'ai aussi les mains sur le volant, et ça change tout en termes de motivation. C'est vrai qu'on aurait dû poser la question plus tôt, mais qu'est-ce qu'un CTO? Là, tu as répondu en partie. Je vous invite pas à taper ça dans Google, parce que si vous cherchez CTO definition, vous allez trouver 1 milliard de trucs différents. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas de règle, comme il n'y a pas de règle d'histoire ou de règle de comment. Il n'y a pas une réserve à CTO, il n'y a pas un profil, il n'y a pas un moule à CTO, ça n'existe pas. Je pense c'est la complémentarité, c'est comment est-ce que cette interaction va se créer. Il y a la valeur technologique qui est très importante, mais qui est vite dépassée par les enjeux business, la priorité des projets, et la technologie devient un moyen de faire les choses. Ce que je disais tout à l'heure à Hugo, là, c'est la technologie, c'est juste un moyen de réaliser une idée, en fait. Ce qui compte, c'est que l'idée devienne réalité. Et la technologie, c'est juste, je pense que c'est très important, mais c'est juste un moyen. Donc je sais pas, ça répond à la question ou... Merci. Oui, non, mais c'est ça en fait, parce que moi aussi je suis d'avis, moi je suis technique, mais je dis aussi, on a des profils d'ingé, on a monté des boîtes. Pour nous, un CTO, c'est vraiment un associé, c'est vraiment quelqu'un qui partage une vision et qui apporte autant qu'un CEO. C'est-à-dire que moi je suis ingé, mais je suis CEO dans la boîte. Majdi a exactement le même poids que moi dans les décisions, dans la vision, etc. Et je pense que c'est important de définir effectivement quel profil est le CTO. Est-ce que c'est un dev simplement au début, parce qu'on peut très bien lancer peut-être une start-up avec un simple dev au début, puis après éventuellement avoir un CTO qui a plus de carrure pour manager des équipes ou pour vraiment partager la vision. Mais au début, vraiment pour bootstrapper, lancer vraiment un proto avec un dev ou une agence ou autre. Ça, je sais pas si vous avez un avis là-dessus sur la façon de bootstrapper une start-up. Est-ce que c'est forcément quelqu'un qui sera le CTO qui va accompagner la boîte quand elle aura 50, 100, 180 collaborateurs, ou est-ce que il y a d'autres moyens de faire à ce niveau-là? C'est ce que tu disais sur le rôle du CTO, elle va changer tous les 3 mois, 6 mois en fonction de la croissance. Nous, chez Doctolib, effectivement, on était 2 au départ sur la partie technique et on a développé tout le produit. Donc vraiment 100% sur la définition du produit, sur l'écriture du code, sur le lancement du produit, sur le run de la plateforme. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à grossir, on a commencé à recruter des équipes pour chacun de ces postes qui nous prenaient du temps, jusqu'à arriver au moment
Aujourd'hui, les questions sont plus stratégiques, on passe plus de temps à se poser des questions stratégiques, et donc on n'a plus le temps de développer, même si c'est ce qu'on aime bien faire à la base, c'est ce sur lequel on est le plus formé et plus talentueux. Mais plus ça grossit, plus on est obligé de dire voilà, on va pas être capable de faire cette partie-là, il faut apprendre à déléguer. Ça fait partie aussi dans le choix de l'associé de comprendre un peu est-ce que cette personne-là va pouvoir avoir les rôles d'après dans 1 an, dans 2 ans, quand la boîte aura 30 personnes, quand ce développeur aura 30 personnes en dessous de lui, est-ce que ce sera encore la bonne personne pour faire ça? C'est la réponse a plutôt envie de dire non par instinct, parce que c'est vraiment un autre métier, ça n'a plus rien à voir avec ce qui est fait au début. Mais et c'est ça aussi le rôle du CTO, c'est que c'est un entrepreneur à la base, il a la fibre entrepreneuriale autant que le CEO, et il est prêt à prendre les risques. Et ce qui le passionne le plus, c'est certainement la technique, parce que c'est ce qu'il aime bien faire, mais c'est surtout le produit, le projet, et de se dire quelle est ma place dans ce projet-là, et quelle est ma valeur ajoutée. Et au fur et à mesure du temps, on se rend compte que la valeur ajoutée de cet associé-là, c'est pas ses talents de développeur, mais ça va être son point de vue, sa vision, et qu'il va être capable de la transmettre à toutes ses équipes et à toutes les équipes qui vont continuer, quoi. Donc voilà, il faut arriver à trouver quelqu'un qui partage cette vision-là, mais qui sera à même de la faire partager aux autres dans le temps, et à faire évoluer, et aussi à recruter une équipe. Ce qui est, je pense, le premier problème du CTO, c'est de recruter son équipe, quoi. Ouais, pour ajouter des petites choses, je pense que déjà il y a différents types de projets. Il y a des projets très techniques et des projets moins techniques. Si c'est un projet où la technique n'est que quelque part un pan, je pense que la notion de CTO reste toute relative. Vous montez le pizzeria, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Mais si il y a des projets où on a juste de quelque part un site internet pour faire de la mise en relation, mais que la valeur ajoutée est ailleurs, je pense que dans ces cas-là, il ne faut pas forcément perdre de temps sur des aspects de CTO et ce genre de choses. Il y a des agences qui font ça très bien. Après, sur les aspects pour trouver un CTO, il y a peut-être des solutions sur rencontrer des agences à taille humaine, vraiment très petites, donc des personnes qui quelque part ont déjà une capacité technique / design de conception. Je dis souvent ça, c'est la magie, parce qu'on parle de la vision, etc., mais on parlait des écrans et ce genre de choses. On oublie souvent qu'il y a c'est toute la magie qui se passe entre la vision et puis à la fin il y a un produit qui est réalisé. Il y a de la technique à un moment donné, mais quelque part c'est presque à la fin. Et il y a tous les écrans au milieu. Donc quelque part c'est déjà un travail que vous pouvez faire. Et du coup il y a beaucoup d'agences à taille humaine, où quelque part il y a des gens qui ont déjà monté leur agence, qui ont déjà la fibre entrepreneuriale, et qui quelque part vous pouvez venir en mode MVP, je fabrique mon produit, et possiblement m'associer avec vous s'il y a des choses à faire. Donc je pense qu'il y a des pistes là-dessus. Moi c'est comme ça que j'ai développé différents projets. Il y a un truc important aussi à ne pas oublier, c'est que pour dire que les développeurs sont pas, enfin les CTO / développeurs, je mets souvent les deux un peu mélangés, mais c'est pas forcément des gens qui n'ont pas d'idées. Et leur différence avec vous, parce que il n'y en a qu'un seul, c'est que ils ont des idées aussi. Et il se trouve que pour le coup, pour peu qu'ils aient un peu des capacités à concevoir ou imaginer un produit, ils ont la capacité de tout faire. Donc réfléchissez à un truc, si demain il y a quelqu'un qui vient comme ça, technique, et qui vient vous voir, et qui vous propose de s'associer avec vous, pourquoi vous ne viendriez pas? Et qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas le suivre, en fait? Et donc je pense que c'est le même type de choses qu'il faut bien mettre en rapport. Et qu'est-ce que vous pouvez vraiment apporter? Quelle vision vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous amenez dans le projet en plus par rapport à quelqu'un qui pourrait être technique, la même idée, qui serait capable de développer tout ça? Ouais, je vais juste rajouter un petit mot, ce que je viens de dire, parce que c'est un peu ce que moi j'ai observé. Donc je ne fais pas partie de l'équipe fondatrice. L'équipe fondatrice de Capitaine Train, c'est 3 développeurs en fait. Donc, on a recruté après des personnes avec des profils différents. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc il faut avoir ça en tête, c'est que vous avez des développeurs qui ont des idées, parce que eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont un problème, ils voient une solution pour résoudre le problème. Vous voyez un marché, eux ils voient un problème, ils savent le résoudre. C'est 2 parties du trajet, et des fois on peut se rencontrer à mi-chemin. Et je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire des conférences dans l'autre sens aussi, avec des développeurs qui veulent monter des projets, mais qui c'est pas vraiment, qui n'a pas de connaissances business, quoi que ce soit, qui n'a pas des réseaux, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas le courage de le faire, qui est peut-être trop réservé, parce que c'est aussi une caractéristique de beaucoup de développeurs, et ils n'ont pas forcément le courage de se lancer.
Moi, ce qui s'est passé chez Captain Train, c'est que vous avez un certain équilibre entre les différents postes. Et ça marchait aussi parce que Martin, donc CTO de l'équipe d'origine, il avait aussi une vision du produit et il savait dire non. Et il n'était pas là juste pour exécuter, hein, loin de là. C'est même plutôt l'inverse qui s'est passé, c'est qu'il fallait à un moment donné plus se concentrer sur le produit que sur la technique. Donc c'est un peu le danger inverse. Mais on est qui était de l'autre côté de la montagne. En fait. Voilà, donc ça peut évoluer. Moi, après derrière, j'en prends le truc, mais je ne peux pas appuyer plus le point, la question que tu as posée, parce que j'ai pas d'expérience sur le domaine. Je vais juste dire 3 trucs. Je vais répondre à 2 questions qui sont là et dire un truc. Le pire technique qui existe, c'est celui qui comprend rien au business et qui pense que c'est pas important. Celui-là, il faut le fuir en courant. Et le pire CEO qui existe, c'est celui qui comprend rien à la technique et qui pense que c'est pas important. Donc l'association des deux, c'est 2 mecs qui se regardent et qui disent toi t'es important, et enfin ils savent tous les deux que l'autre est vital pour lui et que la complémentarité ils peuvent pas vivre sans. Et crois-moi, j'en ai vu des jeunes qui avaient ça, des mecs qui sortent d'HEC et qui pensent que tu disais animal de compagnie, mon CTO c'est un animal de compagnie, ou j'ai vu des mecs qui sortaient de grande école d'ingénieurs qui disaient, ils appelaient ça les costards cravates à l'époque. Moi, la société était un peu comme ça il y a 15 ans, mais il avait beaucoup changé, et qui honnissaient tout ce qui était banquier d'affaires, consultant, machin, parce que Berg, c'est des businessmen et c'est très sale. Ça, c'est pas bon. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver des gens qui ont dépassé ça et qui respectent et qui apprécient la complémentarité, ce que leur apporte, ce que l'autre sait et que eux ne savent pas. Après, ce que j'aime bien là dans la CTO à temps partiel pour les jeunes pousses, c'est réaliste. De toute façon, tout est réaliste dans ce bas monde. Et moi, des boîtes, j'en ai monté dans tous les genres de situations. Certaines à temps partiel, d'autres à 15 heures par jour, d'autres à 2 heures par jour. Enfin, voilà. Donc oui, ça peut marcher. Un jour, si ça prend de l'ampleur et qu'il y a de l'attraction, il faudra passer à temps plein, voire à 1,5 temps plein. Mais on peut démarrer à temps partiel en bossant 2 heures, 3 heures tous les soirs et le week-end. Il faut pas avoir de femmes et d'enfants, ou alors il faut qu'ils soient très compréhensifs, mais c'est possible. Et après, quand un CTO peut-il accepter de rejoindre un projet avec seulement des parts dans la société, mais sans rémunération? Tout le temps. Parce que quand on démarre une boîte, c'est tout le temps avec sans rémunération et des parts dans la société. J'ai jamais démarré une boîte autrement. Les mecs qui pensent qu'on peut démarrer une boîte en allant voir un VC ou un angel avec un PowerPoint ou un MVP mal lavé de 4 semaines de développement derrière lui, ils rêvent, ça n'existe pas. On lève des fonds quand on a de la traction, soit de la traction en nombre de users qui monte comme ça, soit de la traction en revenus qui monte comme ça, ce qui veut dire que pour en arriver là, vous vous êtes tapé 2 ans au SMIC si vous avez de la chance et des friends and family un peu riches, ou à rien du tout, au chômage, au CEDIC et au reste, si vous n'en avez pas. Donc ça, c'est la réalité, il faut juste le savoir. Il ne faut pas penser que c'est le monde de oui-oui derrière, de monter des entreprises, parce que c'est pas le monde de oui-oui, c'est super excitant, c'est hyper sympa, et on y a tous trouvé notre pied ici, mais c'est dur. Enfin, et en général, on n'a rien, et on n'a personne qui vous aide au début. J'aime beaucoup ta première partie d'intervention sur justement, le CTO a besoin de comprendre le CEO et inversement. Et c'est vrai que nous, on œuvre avec l'association. Il y a plein d'autres événements où je vous invite à aller, qui sont des multiples occasions de rencontrer du coup, des sphères qui ne communiquent pas souvent, qui ont grandi chacun dans leur coin. Les écoles de commerce d'un côté, les écoles d'ingé de l'autre. Et c'est des gens qui ne sont pas forcément entre eux, qui développent leur réseau d'un côté ou de l'autre. Et il y a plein de meet-up, il y a Adopt CTO, il y a le C-Networking forcément. Il y a des meet-up tech où vous pouvez aller, vous n'allez rien comprendre, mais c'est pas grave, au moins après il y a un cocktail, vous allez boire un coup et discuter avec des devs. Voilà, donc il faut sortir, et maintenant grâce à des sites comme Meetup, on peut rencontrer facilement ces personnes-là. Et je pense que ça contribue aussi à potentiellement avoir plus de chances de trouver son futur associé, son futur dev, son futur CTO, c'est de le comprendre, de comprendre sa culture, de savoir, comprendre un peu son monde, savoir comment ça marche. Juste pour dire que les meet-up de dev, les devs ils vont pour le cocktail, hein. Enfin, pizza bière en fait. Hein. Des fois ils écoutent la conférence, mais bon, généralement on connaît le sujet en fait, donc on s'emmerde. Mais mais on y va aussi pour rencontrer des pairs de son domaine. Et si on tombe sur des gens qui ont un business et qui ont l'air pas trop bêtes, c'est cool quand même. Hein. Pas vous mentir. Moi, ce que je cherchais à l'époque, je suis rentré comme salarié chez Captain Train, mais j'ai baissé mon salaire de 40% parce que je voulais rentrer dans le produit. Et ce que je cherchais, c'est des conditions de travail aussi qui étaient pas du tout celles que je voulais. Enfin, celles que j'avais à l'époque, c'était celles de salarié en SS2I, dans des banques. Enfin, bon, quand vous êtes développeur, ça marche pas en fait, parce que les conditions de travail sont pas compatibles avec les caractéristiques de votre métier. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Et vous pouvez pas faire votre métier correctement. Et après, on vous le reproche.
Donc c'est un peu difficile à vivre. Donc après, il faut oser se lancer, et tout le monde dans le dev n'a pas forcément conscience que ça existe, ou le courage, ou les sujets en tête. Et donc aller faire les meet-ups, c'est sympa aussi. Alors, il y a une question que j'ai pu passer d'Estelle qui est quel type de test peut-on ou doit-on faire passer à un CTO? Est-ce que c'est vrai que quand on n'y connaît rien en tant que CEO à la technique, est-ce qu'on a des tests à faire passer? Comment est-ce qu'on s'y prend pour le choisir au final? Moi, en tant que CTO, je ne sais pas recruter un dev encore non plus, donc si vous voulez recruter un techos, que vous n'avez pas de techos, quand les techos même n'arrivent pas à se recruter entre eux, je ne sais pas. Ouais, moi je dis montre-moi ce que tu as fait. Enfin, c'est le seul moyen de valider que quelqu'un sait faire quelque chose. Et ça marche dans les deux sens. Hein. T'es CEO, tu vas révolutionner le monde de la santé. Tu connais le monde de la santé. Qu'est-ce que tu as déjà révolutionné comme monde? Tout ça. Quoi. Enfin, c'est aussi bête que ça, mais c'est pas difficile de voir si quelqu'un peut être un peu plus haut que tout ça, ou si c'est assez baqué derrière. Quoi. Donc évidemment, quand on a 23 ans, 24 ans et qu'on sort de l'école, il n'y a pas grand-chose à montrer, donc là ça va être très compliqué, il va falloir y aller au nez et se dire, allez, je lui fais confiance, espérons que ça marche. Après, quand on a entre 34 et 40, en général, on a fait quelque chose, sinon c'est embêtant. C'est vrai que tout à l'heure, derrière, on parlait de recrutement de manière générale, et du fait que toi, tu faisais passer tes entretiens avec maintenant une RH absolument pour pouvoir justement cerner le profil des personnes. Et c'est vrai que quand on est seul dans son projet, on sort d'école ou même on se reconvertit. Choisir un profil, ok, il y a le côté humain, mais après le côté tech, c'est vrai que là ça peut être compliqué. Après, au pire, on perd un an, 6 mois, c'est pas très grave. Ouais, je pense qu'il faut voir ce qu'ils ont fait. Après, pour les jeunes, ça peut marcher aussi, hein, parce que logiquement, un développeur qui prétend vouloir être... ouais, voilà, donc logiquement, il a passé son temps libre, ses soirées, ses week-ends à développer des apps pour s'amuser. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un associé business. Donc soit il vous a recruté parce qu'il va être devenu son associé, ou soit c'est l'inverse. Mais normalement, il vient et puis il vous dit, voilà, il sait exactement, il réagit du tac au tac à ce que vous allez faire. Je pense que l'entretien d'embauche, ça marche pas. Hein. Soit vous recrutez un employé, soit vous trouvez un associé. Et dans ce cas-là, une démarche d'entretien d'embauche bête et méchant ne marchera pas. Je pense qu'il faut créer une vraie connexion, montrer que ça rebondit, etc. Et puis qu'il y a du fit. Je pense que ça se fait, c'est pas en une soirée qu'on va savoir si on va pouvoir travailler ensemble. C'est derrière partir sur des sessions de travail, voir comment ça marche, parce qu'il y a quand même vachement d'humain, et après vous êtes parti pour travailler avec lui pendant longtemps. Et je pense que c'est quelques phases comme ça, alors même de signer un papier qui dit on travaille ensemble, mais c'est voilà pour se jauger l'un l'autre. Parce que il faut vraiment que ce soit les deux côtés, hein, c'est les deux qui s'adaptent. Et voilà, dans moins qu'un, on est 6, donc c'est un peu plus compliqué. Mais il y a quand même ce côté recherche, association, et dans tous les cas. Et donc sur les très jeunes, il y en a qui sont très bons, qui ont une passion depuis toujours. Logiquement, ils ont fait des choses, donc il faut voir ce qu'ils ont fait. Et normalement, la passion, ça vibre, et c'est parti. Alors, je suis vraiment très d'accord avec ce qui a été dit. J'ajouterais quand même, il y a un truc qui est facile à faire, c'est appeler des gens qui ont déjà travaillé avec cette personne. Et demander comment ça se passe, est-ce qu'elle a livré, comment ça s'est passé. C'est pas toujours facile, mais ça a une grande valeur. C'est nécessaire. C'est impensable de pas appeler, de pas faire ce travail de savoir qu'est-ce que pensent les autres de la personne à qui vous voulez vous associer. Nous, on l'a fait dans l'autre sens également pour le CEO de donner donne-moi 2-3 personnes avec qui tu as travaillé pour qu'on puisse avoir aussi notre new deal dans les deux sens. À ce sujet-là, nous d'ailleurs, le retour qui a été fait sur nous et qui aurait pu poser un problème, c'était notre capacité à tenir dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que dev, on passe d'un projet à un autre, on a l'opportunité de changer assez facilement de projet, de boîte, au bout de 6 mois, 1 an, dès qu'on a fini de faire une partie du projet. Donc il y a un vrai sujet sur la partie CTO et développeur de manière générale, de dire est-ce que dans 2 ans tu auras encore envie de travailler sur ce projet-là, parce que si je regarde ce que tu as fait, a priori c'est rare que tu aies déjà plus que 2 ans d'expérience sur le même projet, tu changes assez rapidement de projet, quoi. Alors là, il y a une question, c'est une question qui se pose aussi, c'est
où sont les femmes CTO? Donc je la pose quand même. Qu'en pensez-vous? Il y en a. Moi, je pense à Laure Némé qui a monté Litchi, voilà, qui est top. Non, il y en a. De toute façon, les CTO sont moins visibles de toute manière. Donc, les femmes CTO sont encore moins visibles. De toute façon, on souffre quand même d'un manque de femmes dans le milieu scientifique, dans le milieu tech, de toute manière. Mais j'ai bon espoir. Il y a Alex, là, qui est sur la bonne voie, donc, qui est chez Blablacar. Mais oui, on manque de ressources tech femmes, c'est sûr. C'est un vrai constat, quoi. Et je renvoie enfin, je suis pas équipé pour résoudre ce problème, mais en tout cas, je renvoie aussi la balle aux écoles parce qu'elles ont aussi un rôle à jouer sur la valorisation des filières scientifiques, des filières techniques, etc. Je pense qu'il y a un vrai changement de cap à opérer de leur côté aussi. D'accord. Non, j'ai à peu près la même chose, on connaît la belge, mais du coup, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je cherche aussi, même sans parler de CTO, développeurs femmes, et il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc c'est vrai que, surtout sur mon produit, c'est assez compliqué, parce qu'acheter et revendre des produits de luxe, j'aimerais bien mettre un peu de sang de personnes qui utilisent le produit. Donc mes développeurs, malheureusement, n'achètent pas et ne vendent pas de sac à main. Et non, parce que je pense que c'est hyper important d'avoir une affinité avec le produit, parce que quelque part, dans la technique, on fabrique certes des lignes de code, mais à la fin, ça donne un vrai produit qui est utilisé. Et si les gens ne sont pas en adéquation, c'est compliqué. Donc moi, je cherche beaucoup de femmes pour rejoindre mon équipe, malheureusement avec peu de succès, mais oui, il y a une vraie problématique comme ça. Il y a une belle occasion, il y a l'Effretech qui est présent ce soir, qui est l'Académie du numérique avec Selma ici. Voilà, bonjour Selma. Et qui du coup œuvre beaucoup pour ça et a des formations très vastes et beaucoup des membres du coup du C-Networking, l'association, viennent d'Effretech. Et il y a une population, je sais pas, c'est par rapport aux écoles d'ingé, il y a beaucoup plus de femmes. Voilà, 60% de femmes dans leur formation. Donc voilà, il y a potentiellement un vivier pour recruter. Et du coup, j'ai une autre question, mais beaucoup plus générale. Juste petite parenthèse, je suis l'ancien responsable pédagogique d'Alexandra, donc c'est plutôt marrant pour le fait. Sinon, petite question. En fait, elle est nulle, hein. Bah, c'est ce que je pensais. Oui, voilà. D'accord. Du coup, quel est pour vous aujourd'hui le plus gros défi technique? Du coup, c'est pas forcément lié à la séduction, mais aujourd'hui, en dehors du recrutement, à quel défi technique faites-vous face? Voilà. Je vais commencer. Moi, j'ai une équipe de 25 personnes avec une petite dizaine de personnes d'achat de projets fonctionnels. Le reste, ce sont, on va dire, des développeurs. Là, on vient de faire une grosse levée de fonds, donc on est en phase de grosse croissance. Donc, c'est recruter. Donc, différents types de profils, et c'est assez compliqué, et encore plus dans le mobile. Après, c'est organiser, parce que mine de rien, des fois, on a la sensation qu'on empile des développeurs, il va se passer des choses, mais ça marche jamais. Du coup, c'est organiser ça, et du coup, c'est la gestion du changement là-dedans, parce que il y a des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir évoluer, d'autres pas, etc. Enfin, comment il faut gérer toutes ces situations, parce qu'il y a de l'humain au milieu. Comme on le dit, les devs sont, moi, je trouve, très volatiles, donc il faudrait qu'il y ait un environnement qui leur donne envie de rester, et c'est pas simple, parce qu'ils reçoivent à peu près tous les jours 10 offres d'emploi de chasseurs, etc. Donc, voilà. Donc c'est toute cette capacité-là à pouvoir les fédérer, à pouvoir faire grossir les équipes, le faire avec le moins de problématiques possible pour pouvoir passer différentes étapes, de trouver des gens de plus en plus experts, parce que mine de rien, quand on commence, la technique est clé, mais on connaît 100% du projet. Quand le projet devient de plus en plus grand, il faut des gens de plus en plus experts. Intégrer ces personnes-là dans l'équipe, s'assurer que ça suit bien, et pouvoir passer d'un état comme ça pour que cette famille technique, on va dire, puisse s'agrandir de la meilleure façon et qu'on n'ait pas des personnes qui s'en vont, parce que ça coûte toujours très très cher de retrouver des gens pour remplacer et toute la connaissance qu'on perd à ce moment-là. Voilà, la seule problématique, c'est vraiment la partie recrutement. C'est le point pour tout le monde de réussir à fédérer une équipe et de la garder et que l'équipe partage la vision aussi du produit, quoi. Mais après, sur les difficultés, sur les challenges qu'il peut y avoir sur la partie CTO, sur la partie technique ou quoi, c'est que des bons problèmes, parce que c'est des problèmes d'enjeux de scalabilité, de performance. Donc c'est-à-dire que la boîte grossit, que tout va bien,
Donc quand on a des problèmes techniques, c'est plutôt bon signe. Mais après, voilà, c'est les enjeux organisationnels et de recrutement. C'est ça. Du coup, la levée que tu as fait, que Doctolib a faite la semaine dernière, comment ça impacte, toi, tes fonctions au quotidien? Est-ce que ça a déjà changé quelque chose? Et est-ce que ça va changer concrètement des choses pour toi? C'est pas directement la levée, si, en termes d'image, effectivement, ça change pas mal la donne. Dire qu'aujourd'hui, on a le même investisseur que Facebook, que Dropbox, que Spotify. En termes d'image, ça change quelque chose pour le recrutement et ça apporte vraiment un confort, un réconfort en tout cas pour les gens qui postulent. Et ça nous permet aussi de donner plus de moyens et d'accepter plus de conditions pour vraiment faire venir les gens qu'on veut, avec qui on a envie de travailler. Donc, mais ça suffit pas, ça suffit pas à faire adhérer au projet. Ça reste indépendant. Donc la partie vraiment en jeu sur le projet, sur la technique pure pour les développeurs, c'est pas lié à la levée de fonds. Finalement, le développeur a pas toujours cet esprit business, il s'en rend pas vraiment compte. Sauf si, par exemple, quand on commence à parler de Facebook ou de Spotify, en disant voilà, c'est ça notre ambition. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup ressorti le côté adhésion au projet, valeur. Est-ce que quand on commence à grossir, comme toutes vos entreprises ici, on peut, du point de vue technique, garder l'esprit start-up qu'on peut avoir quand on monte une boîte avec 2 devs dans un garage au début? Est-ce qu'on peut garder cet esprit-là quand ça grossit vite, quand on commence à avoir des équipes, recruter des experts, devoir structurer un peu tout ça? Comment vous faites pour garder cet esprit-là? Alors moi je vais laisser la parole parce que pour l'instant nous on est encore une petite équipe, on est une dizaine de personnes sur la partie technique, donc on est encore sur un projet. Je pense qu'après la partie séparée en plusieurs projets différents permet de garder des petites équipes autonomes, mais je pense qu'il y aura le meilleur retour d'expérience au-dessus de Blablacar. C'est un vrai sujet. Mais je pense que ça appartient pas que aux tech, en fait, ça appartient vraiment à toutes les équipes. Comment est-ce que l'écosystème de départ fait toujours du sens quand on grandit, ou la manière dont on est aligné, en fait. Effectivement, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs au début, ou maintenant, dans le cas aujourd'hui, c'est 400 personnes. Et je pense qu'il faut y travailler. Donc nous, on a fait un vrai travail sur les valeurs. Ceux qui ont eu la chance de visiter nos bureaux, ils ont vu on a des panneaux avec nos valeurs qui sont affichées sur les murs. Il y a eu un vrai travail de toute l'équipe pour créer les valeurs qui nous correspondent et donc pouvoir s'y référer tous les jours. Après, il y a quand même une question, je vais répéter un peu ce que j'ai dit avant, mais il y a une question d'impact. Si la boîte grandit, est-ce que je suis juste un pion parmi d'autres, ou est-ce que la valeur que je produis, est-ce que ce que j'apporte a toujours un impact sur le projet, la boîte, et donc en fait quasiment les 3 questions je vais faire un topito là-dessus, mais les 3 questions qu'on se pose à la fin de la journée, c'est est-ce que j'ai créé de la valeur aujourd'hui, est-ce que mon travail a du sens, est-ce que j'ai eu un impact? Et si on arrive à répondre positivement quasiment à ces 3 questions, on va se dire je suis à ma place. Franchement, tout va bien, quoi. Et je pense que c'est des fondamentaux. Alors des fois, on s'en rend pas compte. Des fois, c'est difficile de répondre oui à tout. Il y a des journées un peu pénibles. Mais si on arrive à répondre à ces questions assez facilement, genre tout seul, en allant au métro, quoi, je pense que c'est hyper sain de prendre du recul et de dire comment s'est passée ma journée cette semaine, etc. Et est-ce que j'ai créé de la valeur, et donc ça c'est une vision personnelle. Et puis après il y a le groupe au-dessus. Est-ce que je me sens bien avec les autres, est-ce que les autres m'apportent des choses, est-ce que j'apporte des choses aux autres? Je pense que ça c'est fondamental, quoi. Ouais, moi j'ai essayé de garder un esprit bon enfant, et du coup c'est pas forcément porté par l'entreprise, on essaie au maximum de garder cet esprit-là généralement dans l'entreprise, mais au sein de mon équipe on essaie de conserver ça, et ça reste des gens qui... Il y a eu beaucoup de relations amicales qui se sont créées,
des choses, en fait, ils se retrouvent en dehors, il y a des séminaires au ski notamment, etc. Enfin, on essaie de créer une vraie émulation. Et du coup, on fait attention à ne pas mettre des éléments perturbateurs là-dedans, parce que des fois, il y a des gens qui viennent avec des très grosses têtes et qui viennent faire tout exploser. Donc voilà, on essaie de créer ça, parce que finalement, quand on s'entend bien, on travaille bien ensemble, on va créer des belles choses. Et voilà, donc moi, j'essaie de conserver ça malgré l'augmentation des équipes. Alors, avant du coup de passer à la partie cocktail, où là, les échanges seront plus en petits groupes, on va pouvoir chacun parler de nos expériences. J'aimerais bien qu'on fasse un dernier tour de table ici. Et si vous pouvez nous donner un conseil que vous donneriez à aux porteurs de projets qui sont en majorité ici ce soir, pour les aider à lancer leur start-up, à trouver leur CTO au final. Voilà. Je vais commencer. J'aurais tendance à dire de le chercher, certes, mais pas que, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire qu'on peut faire sans CTO. Et je pense que toutes ces choses-là permettront de montrer, quand vous en aurez des candidats potentiels devant vous, qui ont des choses à faire. Je pense qu'on peut largement fabriquer un MVP sans technique, si vous commencez à regarder un petit peu les choses, comment ça se passe. Et du coup, ça montrera que vous êtes vraiment engagé, vous avez vraiment envie de faire quelque chose. Et du coup, mine de rien, le MVP vous permet d'aller voir des fonds, etc., de commencer à avoir des promesses. Et quand vous venez avec tout ce package-là, du coup, vous êtes vachement plus attractif pour des CTO potentiels. Et je pense qu'il ne faut pas juste dire « ouais, j'ai une idée » et puis il est où mon CTO. L'idée, pour moi, c'est 1% de l'ensemble, l'exécution, et même pas, voilà. On va dire 0,5 alors. Mais voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, vous avez la chance, en 2015, d'avoir de plus en plus de plateformes, d'outils, de solutions, que ce soit pour fabriquer vous-même, en mode POC, d'avoir des gens qui fabriquent des projets, etc., pas cher dans les pays à droite à gauche. Voilà. Bref, on peut sortir un MVP extrêmement simplement, ce ne sera pas loin d'être le produit final, mais ça permettra de montrer que vous êtes allé au bout de la démarche. Et voilà, et peut-être que sur le chemin, vous trouvez un CTO, au milieu, après, pendant. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à « je ne trouve pas de CTO », il y a énormément de choses à faire. Je prends le micro avant que quelqu'un réponde la même chose que moi, parce que j'ai pas beaucoup d'idées. Ouais, je sais. Exactement, mais t'es pas développeur à la base, c'est ça? Non, mais je vais vous faire une réponse de développeur, c'est-à-dire, quand j'ai fait... donc moi, à l'école, j'ai appris, j'avais une formation... ils ont vendu ça, ingénieur entrepreneur, je ne sais plus comment ils l'ont vendu. Bon bref, on a fait des études de marché, on a fait des business plans, on a passé presque plus de temps à bosser sur ces sujets-là qu'à apprendre notre métier, parce qu'en fait, on avait tous des métiers différents au final, donc c'était pas important. Bon, on a fait aussi la résistance des matériaux, on a fait des maths, la physique, rassurez-vous, hein, c'était tout à fait sérieux. On a picolé aussi. Et voilà, cocktail. Non mais... Ce qu'il y a, c'est que moi, ça m'est utile maintenant, j'ai pas créé la boîte, hein, donc je peux pas vous en parler plus que ça, mais je pense qu'il faut garder la sensibilité. Quand vous êtes développeur, la sensibilité de produit, c'est quand même vachement utile. Avoir conscience des contraintes d'une entreprise, c'est bien de savoir comment l'entreprise fonctionne quand même. Donc à l'inverse, je vous dirais, essayez de vous renseigner un petit peu sur ce que c'est qu'un développeur. Il y a plein de formations en ligne, vous pouvez faire des trucs de débutants, il n'y a pas de souci. Je ne vous demande pas des développeurs, hein, ça prend très longtemps. Mais ça vous aidera peut-être un peu à comprendre déjà des fois comment ils réfléchissent, pourquoi ils vous répondent comme ça, pourquoi des fois ils vous envoient balader, on va dire, ils vous disent mais c'est n'importe quoi, ou le lendemain ils vous disent en fait ça prend 2 jours. Alors que dans votre tête, vous n'avez pas de repère, vous ne pouvez pas savoir si ça prendra 1 jour, 2 jours, 3 semaines, 6 mois, 1 an. Des fois les réponses sont surprenantes et ça c'est le conseil que moi je donne au directeur général qui nous a rejoint début d'année, et on était tous les 2 débutants sur les nouvelles fonctions dans la boîte. Et lui, il a dû apprendre mon métier, et moi, j'ai dû apprendre le sien. Et lui, il était bon en management, moi, je suis bon en développement, et puis comme ça, on a échangé. Moi, je découperai en plusieurs catégories. Si vous n'avez jamais construit de produit de votre vie et que vous ne savez pas comment ça marche, alors arrêtez tout de suite de penser à votre projet de rêve. Allez bosser dans une boîte qui construit des produits, puis apprenez comment ça marche. Sinon, vous allez vous casser les dents, ça va être épouvantable. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 2-3 ans à monter un beau projet, vous allez passer 12 ans à en monter beaucoup de foireux. Donc il faut d'abord savoir qu'est-ce que ça veut dire de monter un projet web ou app ou quoi que ce soit, avant de chercher un associé technique pour le monter. Donc voilà, premièrement, ceux qui n'ont pas fait ça, allez vous faire une expérience chez Blablacar, dans des boîtes qui embauchent, qui recherchent des gens avec la tête bien faite, mais pas nécessairement sachant tout faire. Ça, c'est la première catégorie. Si vous savez faire et que vous avez besoin d'un profil technique, comme vous savez faire, et là je te rejoins ce que tu disais tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'un profil technique au début.
faites des wireframes, faites des écrans, ou faites faire des écrans, réfléchissez, passez des heures sur le brief de quoi, comment, où, ça fait quoi quand on va là, est-ce que c'est intelligent de mettre ce genre de feature à cet endroit-là, etc., etc. Mais allez au fond, comme si vous deviez briefer une agence pour le coder bêtement sans même avoir à réfléchir à comment ça marche. Donc c'est comme ça qu'on donne en général ces jobs aux développeurs indiens ou pakistanais, c'est-à-dire qu'il faut tout leur donner dans le détail, parce qu'ils ne vont pas réfléchir beaucoup. Donc faites ce boulot-là et arrivez avec quelque chose qui est presque fini, il ne manquerait plus que le code pour l'assembler. Et donc faites ça, et si vous avez fait ça, vous savez faire ça, j'ai presque envie de vous dire comment ça se fait que vous n'avez pas déjà un potentiel associé et technique, parce que normalement vous auriez dû networker, sortir, venir ici, aller au meet-up de Tecos, faire le Build My App, tout ça, c'est aussi votre boulot. Donc faites ça pour créer ce réseau de potentiels associés ou partenaires techniques qui, à un moment donné, vont voir ce que vous avez fait, vont voir les écrans, vont voir l'idée et vont avoir envie de vous rejoindre. Donc, normalement, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Ça a l'air très compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Moi, j'ai 2 conseils. Le premier, ça va être de gagner la confiance de la personne avec qui vous allez vous associer et que ce soit réciproque. Et donc pour ça veut dire vraiment une transparence dans tout ce qui va être dit, ce qui va être fait sur le projet. C'est parler effectivement des parts dans la boîte, de comment ça va se passer, qu'est-ce qui se passe quand ça marchera. Je pense éviter au maximum de se dire on se donne 6 mois, on décidera après comment on structurera la boîte, parce que si ça marche en moins de 6 mois, ça posera forcément des problèmes et du coup on retombera à 0 dans 6 mois parce qu'on ne sera pas d'accord, et donc les deux partiront des deux côtés et les deux auront perdu du temps. Donc vraiment être transparent dès le départ en se disant voilà, c'est ça le plan qu'on va avoir. Et donc du coup ça va être le deuxième conseil, de donner tout de suite des objectifs clairs pour éviter justement les problèmes qu'on pourra arriver après. Nous par exemple, quand on a commencé le projet, on s'est mis sur nos fonds propres et on s'est dit on part sur 4 mois. Et dans 4 mois, si ça marche pas, on arrête, on a le droit d'arrêter, il n'y a pas de ressenti, on aura donné ce qu'on a pu donner et on aura tous le droit de repartir chacun de son côté si on s'entend pas, parce que on se connaît pas, on n'est pas potes à la base, on sera pas potes au bout de 2 mois ou de 3 mois. Donc il y aura une confiance à gagner sur 1 an, sur 2 ans, pour vraiment arriver à être plus que vraiment des associés complets. Et donc il faut être clair sur les premiers jalons et se dire sur les 4 premiers mois, c'est ça notre objectif. Si on l'atteint, on fera ça, et si on l'atteint pas, soit on arrête tout, soit on recommence. Mais se donner des portes de sortie des deux côtés pour travailler de manière sereine, quoi. Alors du coup, je me retrouve entre vous et le buffet. En fait, moi, ce que je veux dire, il n'y a que 2 possibilités. Donc, la première, c'est vous appliquez tous les conseils qui ont été donnés. La deuxième, on coupe la salle en 2 et la moitié là, vous apprenez à coder. Et puis vous êtes les CTO de demain, et l'autre partie, vous allez interagir. Non, il y a énormément de choses qui ont été dites, qui ont été super judicieuses. Je pense que c'était hyper intéressant. J'ai pas grand-chose à ajouter en fait. Ouais. Merci. C'est vrai que je trouve que c'était vraiment très enrichissant comme échange. On va sûrement réitérer l'année prochaine ce type de conférence, parce que on pense que c'est important de partager comme ça des points de vue, des expériences de CTO pour vous aider au final à vraiment comprendre ce qu'est la culture tech, ce qu'est un CTO, ce qu'est un bon CTO, comment le trouver, etc. Donc on va continuer, donc n'hésitez pas à suivre le site networking. Et donc je remercie encore, grand merci à tous nos intervenants ce soir.